Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h à la une de l'actualité. Ce soir, liesse populaire à Tambacounda pour le tout nouveau Premier ministre, Maître Sidiki Kaba, accueilli en véritable héros par les siens. Sa nomination par le chef de l'État est une fierté pour les populations locales. Et puis ce soir, nous vous proposons une plongée dans l'univers de la nouvelle tour de la RTS, un chef-d'œuvre de modernité et de tradition prête à être dévoilée par le président Macky Sall à l'aube de son inauguration le 20 mars prochain. Découvrez avec nous les secrets de sa construction. Premier vendredi du mois béni de Ramadan, l'affluence était au rendez-vous à la grande mosquée de Dakar. Face à ses fidèles venus en nombre, l'imam a partagé sa sagesse sur le jeûne. Ce soir, nous vous invitons également à découvrir les mystères et les bienfaits de l'eau bénite, pilier de foi pour de nombreux fidèles catholiques. Et enfin, Alou Cissé, le sélectionneur des Lions, a publié ce vendredi une liste de 31 joueurs pour les matchs amicaux du 26 et 26 mars prochain. 5 nouveaux intègrent la tanière. Parmi eux, Amara Diouf, 15 ans, 9 mois. On le verra. Voilà pour les titres de ce 20h. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. D'abord, direction Tambacounda avec ce retour triomphal pour le Premier ministre, Maître Sidiki Kaba, accueilli en véritable héros dans sa ville natale. Sa récente nomination par le président de la République à l'un des postes les plus prestigieux du gouvernement est perçue non seulement comme une consécration personnelle, mais également comme une victoire pour toute la région. Moussa Mané. À la descente de l'avion, le Premier ministre Maître Sidiki Kaba est accueilli par les autorités civiles, militaires et politiques de Tambacounda. Ensuite, il reçoit les honneurs militaires dignes de son rang de Premier ministre. La famille Kaba, parents, amis, étaient aussi venus pour accueillir le natif de Tambacounda. Après l'aérodrome, le cortège a pris la direction du quartier Dépôt en passant par la grande avenue de la commune. Debout dans sa voiture, Maître Sidiki Kaba est ovationné par une foule. Femmes, hommes, jeunes sont venus nombreux assister à l'arrivée de celui qu'on nomme ici affectueusement le Dougoutigui. Aux abords de la résidence de la famille Kaba, difficile pour lui de se faire un chemin malgré le cordon de sécurité. Il finit par arriver sur le podium où l'attendaient quelques responsables des régions de Kédougou et Tambacounda. Ces derniers ont tenu à le féliciter tout en remerciant par la même occasion son Excellence le Président de la République Macky Sall pour le choix porté sur le fils du Sénégal oriental comme Premier ministre. Après le ministère de la Justice, des Affaires étrangères, des Forces armées, de l'Intérieur, le Président de la République le nomme au poste de Premier ministre. Une première pour un fils de Tambacounda. Un choix qui démontre de votre attachement à Maître Sidiki Kaba, mais aussi au président de la République Macky Sall. Après avoir rendu grâce à Dieu, le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, remercié ses parents, le Premier ministre Maître Sidiki Kaba a salué la population de Tamba pour cette mobilisation exceptionnelle. Il a fortement exprimé sa gratitude au président de la République Macky Sall qui l'a porté au niveau de cette plus haute station gouvernementale. Je voudrais remercier les populations de Tambacounda pour l'impressionnante mobilisation qui a été faite pour m'accueillir. J'en ai la chair de poule et je voudrais le dire, merci du fond du cœur. Et je voudrais faire passer 3 messages. Remercier le président de la République Macky Sall, dont le choix porté sur ma modeste personne s'étend à toute la région de Tambacounda, à celle de Kédougou, à tout le sud-est. Je voudrais à cet effet vous dire que c'est votre mobilisation constante, votre mobilisation permanente, votre engagement, votre affection qui ont fait que le président de la République Macky Sall a porté son choix sur ma personne. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Revenant sur la dernière tournée économique du président de la République ici à Tambacounda,
Le Premier ministre rassure que les décisions prises à cet effet seront exécutées pour booster le développement socio-économique de cette partie du Sénégal. L'électricité arrive enfin à Derlé Diop et Tal Bahlé, mettant un terme à des décennies d'attente grâce au programme d'urgence de développement communautaire. 7 villages s'illuminent, ouvrant une nouvelle page de développement pour leurs habitants. La cérémonie officielle de mise en service a rassemblé le coordonnateur national du PUDC et les autorités locales. Pape Bounatiao. Historique à Derlé Diop, ce village situé au cours du Cayor voit la lumière jaillir pour la première fois grâce au PUDC. Le programme d'urgence de développement communautaire vient ainsi d'atteindre une très vieille doléance. La joie des populations est à fleur de peau. Nous étions impatients d'avoir de l'électricité. C'était difficile d'avoir de la glace ici. Pour trouver un moulin, nous allions jusqu'à Tilmaha. En plus, il fait noir la nuit. Vraiment, nous sommes reconnaissants et contents. Derlé Diop et Tal Bahlé font partie des 3 villages connectés au réseau électrique et mis en service par le coordinateur national, accompagné des autorités locales. Par ici, on ne tarit pas d'éloges à l'endroit du PUDC et de gratitude à l'endroit du président Macky Sall, son initiateur. L'arrivée de l'électricité a annoncé le lendemain meilleur. L'équité territoriale, maintenant, est une réalité dans les campagnes. Vous voyez, nous étions vraiment tellement fatigués. Mais aujourd'hui, grâce à vous, vous avez accompagné le président de la République, vous avez compris la vision du président de la République, vous nous avez offert 8 villages. Je peux citer Boye 1, Boye 2, Tchorlal, Dine, Longor 1, Longor 2, Tal Bahlé, Derlé, Ndiaye Madia et les autres hameaux. Le total, quand on le fait, on aura 24 villages électrifiés aujourd'hui avec le PUDC. Comme mention spéciale à vous, M. Cheikh. Des hameaux et localités qui sortent littéralement des ténèbres grâce à l'efficacité du programme d'urgence de développement communautaire. Le PUDC met en œuvre un paradigme innovant de développement local. En somme, l'électrification permet l'essor d'une économie rurale. Nous y travaillons en relation avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sénélec et Azer, pour que les objectifs qui nous sont fixés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en matière d'électrification rurale, que nous puissions les atteindre. Tout ce qui est doléances liées à l'hydraulique rurale, liées au désenclavement, nous enverrons des équipes techniques qui viendront faire la caractérisation, faire les mesures, pour que nous puissions les inscrire dans les prochains projets. Ce que vous avez fait aujourd'hui avec l'électrification, c'est dans le souci de soulager nos braves dames. Et en cette période de Ramadan, elles sont très engagées dans les foyers comme sur les chantiers du développement. Nous leur rendons hommage et nous leur donnons aussi rendez-vous très prochainement avec vous, avec la collectivité territoriale, pour d'autres réalisations pour le bénéfice de toute la communauté. À travers le projet d'électrification de 2000 villages, le PUDC a à ce jour réussi à électrifier plus de 800 localités dans tout le pays. Parlons santé à présent avec cette lueur d'espoir qui brille à l'hôpital des enfants de Diamniadio. Le centre a inauguré une toute nouvelle unité de rééducation fonctionnelle, un cadeau généreux de l'autoroute de l'avenir. Avec un investissement de 36 millions de francs CFA, ce service de kinésithérapie est désormais prêt à accueillir plus de 6700 patients annuellement, nous dit Amadou Diallo. Un nouvel espace à partir de conteneurs recyclés, une construction réalisée en 1 mois. L'autoroute de l'avenir allie ainsi responsabilité sociétale d'entreprise et développement durable. La nouvelle unité de rééducation fonctionnelle de l'hôpital des enfants de Diamniadio comprend 3 salles de consultation, 5 bureaux médicaux pour plus de 270 mètres carrés d'espace, ce qui va permettre aux soignants d'exercer dans un espace plus adapté. Mais surtout pour les enfants qui vont venir ici et qui trouveront un cadre adapté, qui trouveront des équipements à disposition pour pouvoir bénéficier de la rééducation. Parce que dans la rééducation, nous avons plusieurs types d'enfants. Nous avons des enfants à qui nous prenons 1 mois après la naissance et avec qui nous faisons de la rééducation 1 an après pour ces enfants-là. Vous voyez les moyens financiers que ça demande. Et c'est de manière régulière. Toutes les semaines, la personne doit venir. Pour 1 an, des fois certains pour 2 ans. Financièrement, ça coûte. Donc aujourd'hui, ils ont un local, ils ont les équipements.
Grâce à qui? Grâce à Eiffage. Les autorités apprécient ce geste de l'autoroute de l'avenir qui vient à point nommé. Le ministère de la Santé apprécie fortement ce geste et nous l'apprécions à sa plus haute valeur et nous espérons, dans le cadre de cette responsabilité sociétale d'entreprise, qu'Eiffage continuera à soutenir les structures environnantes, mais au-delà pourra nouer un partenariat assez fécond qui se traduira véritablement par des contrats de concession, au-delà de ces contrats de concession, par des conventions avec nos structures pour le développement, mais aussi au profit des populations qui prennent l'autoroute à péage. L'autoroute de l'avenir réaffirme ainsi sa volonté de faire de la RSE un levier de croissance durable et de partage avec les populations. Cette modeste contribution de 36 millions de francs CFA, toutes taxes comprises, ayant permis de construire cette unité de rééducation fonctionnelle composée de 5 bureaux médicaux, de 3 salles de consultation, rééducation et des blocs de toilettes, est une suite logique des investissements consentis par la CKSA concessionnaire de l'autoroute de l'avenir depuis la mise en service de l'autoroute et en faveur des établissements de santé, des écoles et des structures, des clubs sportifs et des populations de manière générale. L'autoroute de l'avenir continue à contribuer de son mieux au bien-être des populations. L'hôpital des enfants de Diamniadio va désormais pouvoir accueillir plus de 6700 patients par année. Santé toujours et gros plan sur une affection silencieuse mais redoutable qui touche près de 800 000 personnes, soit environ 5% de la population sénégalaise, l'insuffisance rénale. À l'hôpital militaire de Ouakam, les équipes médicales confrontées quotidiennement à des cas nécessitant des néphrectomies tirent la sonnette d'alarme. De l'enfance à l'âge adulte, personne n'est épargné par cette maladie qui appelle à une solidarité accrue, notamment pour le don d'organes. Fantabadji. Vous avez le rein qui est là, la taille du rein normal, et là, tout ça là à gauche, c'est le rein gauche qui est détruit, voilà, qui est transformé en une poche remplie d'urine. 2 litres, c'est la quantité d'urine pompée de ce rein endommagé, retiré du patient. L'acte est fréquemment réalisé par les chirurgiens de l'hôpital militaire de Ouakam. C'est fréquent les néphrectomies pour reins détruits. Je pense que plusieurs thèses même ont été soutenues sur ce sujet dans tous les services d'urologie de Dakar ou bien de chirurgie pédiatrique. Les chirurgiens effectuent des néphrectomies pour reins détruits. Enfants, adultes, personne n'est épargné par cette maladie chronique. L'équipe de chirurgiens a réalisé la néphrectomie sur un jeune de moins de 15 ans. Ces reins détruits le sont parce que tout simplement il s'agissait de malformations qui auraient pu être détectées même avant la naissance pour une prise en charge précoce. Lorsque les enfants viennent consulter, le rein a une fonction qui est presque nulle. L'intervention est nécessaire pour sauver la vie du patient qui peut continuer à vivre avec un seul rein. Oui, cet enfant pourra vivre aussi longtemps avec un seul rein, mais l'idéal ce serait été de vivre avec 2 reins. Mais il faudra qu'elle soit surveillée, tout simplement. Je pense que ses parents feront le nécessaire avec son pédiatre. Cette patiente a reçu un rein de sa sœur, ce qui a considérablement amélioré sa qualité de vie. Je fais tout ce que je veux. Bon, on me demande certes de faire la marche comme c'est le début, mais ça va, je me sens bien. L'insuffisance rénale chronique gagne du terrain. Au Sénégal, plus de 800 000 personnes sont touchées, soit 5% de la population. On le vit le plus souvent quand il faut remplacer quelqu'un en dialyse. Vous pouvez aller sur la liste d'attente. Parfois, ça vous fait froid au dos parce qu'à chaque fois que vous appelez quelqu'un qui était sur la liste d'attente, la famille vous dit que la personne est décédée. Les spécialistes alertent sur le danger de l'insuffisance rénale chronique qui peut conduire à la mort. Ils invitent la population à la solidarité envers les malades qui ont besoin d'une transplantation. Que les Sénégalais fassent très attention à la maladie rénale chronique parce qu'il y a beaucoup d'insuffisants rénaux. Ils ne peuvent pas avoir tous de place en dialyse. Certes, tous les dialysés ne pourront pas être transplantés, mais que les Sénégalais comprennent qu'on peut aider un parent en lui offrant un rein.
La greffe de rein reste le traitement de choix pour les nombreux malades qui espèrent bénéficier un jour d'une transplantation rénale désormais possible au Sénégal. Je vous le disais dans les titres, la RTS s'apprête à inaugurer sa tour flamboyante, une merveille architecturale sans égale en Afrique de l'Ouest. Avant son inauguration officielle par le président Macky Sall le 20 mars prochain, nous vous invitons dans ce 20h à un voyage exclusif dans les coulisses de cette infrastructure spectaculaire, un lieu où tradition et modernité fusionnent pour réinventer l'univers des médias. Lamine Touré nous guide à travers les préparatifs finaux de ce complexe unique. Voici son reportage. À la toute fin de l'année 2023, elle surgit dans le ciel dakarois. La tour de la RTS a définitivement pris ses marques. Le volet et réhabilitation de l'ancien siège a été confié au cabinet Casa Archi. Ici, la nouvelle configuration du bâtiment allie élargissement et commodité climatique, le tout en conformité avec le concepteur japonais. À l'extérieur, des espaces paysagers qui font appel à la créativité légendaire des architectes sénégalais. De l'autre côté, cette méga structure en finition, ça se passe très vite. Le bâtiment en fait est composé d'une double façade. Donc on a une façade vitrée en premier lieu et ensuite au niveau extérieur on a ce qu'on appelle des panneaux GRC, donc c'est-à-dire qu'ils sont composés de fibres béton. Donc ça permet de créer de l'ombrage pour les intérieurs des espaces qui sont refroidis en conséquence et donc en conséquence permet de réduire la consommation électrique pour la climatisation et autres, donc la conservation d'énergie à l'intérieur du bâtiment. C'est un bâtiment intelligent. Mais également c'est un bâtiment qui permet de créer des formes sculpturales parce que le concept du projet en fait c'est de mimiquer les fréquences de la radio tout au long de la façade. Donc le box de la télé avec ses fréquences tout autour. Il y a de cela un an, le président de la République a posé les jalons d'une nouvelle ère pour la radiodiffusion télévision sénégalaise. Et si ce projet est sans précédent dans l'histoire de l'audiovisuel de notre pays, il s'inscrit en réalité dans la continuité du soutien que l'État apporte à la RTS depuis plusieurs années, avec notamment le renouvellement des équipements de production, de diffusion et de transmission, aussi bien à Dakar que dans les régions. Aujourd'hui, tout se fait à la dimension de la puissance qu'est la RTS 1. Je souhaite que vous soyez toujours et partout les meilleurs. Dépasse les perspectives sénégalaises, va plus loin, va regarder là où ça se fait de mieux, où on fait les choses en grand, les derniers standards, et c'est vous. Le bâtiment et ses façades, une œuvre futuriste. Et la RTS est grandiose. On se devait de lui rendre justice. Elle fait partie du quotidien des Sénégalais. Je pense que c'est la télévision nationale et elle se doit d'avoir sa place au cœur de Dakar. Donc il faut un bâtiment grandiose qui s'impose dans son environnement et qui montre qu'il est là pour la pérennité. Et je pense que, en tout cas, architecturalement, on a essayé de traduire cela au mieux que possible et on espère qu'on a réussi cette mission-là. Les ouvriers sont à pied d'œuvre. La réception de ce joyau est prévue pour ce 20 mars 2024 et c'est encore le président de la République qui viendra constater la réalité d'une vision si chère à lui qui croit à la portée médiatique du service public de l'information que joue la RTS. Et le nouveau siège de la RTS sera donc réceptionné ce mercredi 20 mars 2024 par le chef de l'État Macky Sall. Le personnel mobilisé derrière le directeur général Racine Talla lui souhaite d'avance la bienvenue et attend l'accueillir à la hauteur de l'œuvre qu'il a accomplie pour le service public de l'audiovisuel. Et en ce premier vendredi du mois de Ramadan, l'affluence était au rendez-vous à la grande mosquée de Dakar, un lieu qui s'est trouvé bien trop petit pour accueillir tous les fidèles venus en nombre. Dans son prêche, l'imam a saisi cette occasion pour dispenser des conseils précieux aux jeûneurs. Selon lui, le jeûne, au-delà d'être un acte d'adoration, est aussi une source de multiples bienfaits spirituels et physiques menant à une foi inébranlable en Dieu. C'est un reportage d'Amadou Diallo. Les visages sereins et concentrés, le regard pointé vers le sol,
Les fidèles effectuent ainsi la prière du vendredi. Celle d'aujourd'hui correspond au premier du mois béni de Ramadan. Après les salutations finales, les fidèles, chapelet à la main, invoquent le Tout-Puissant. L'imam invite les fidèles à persévérer dans la voie tracée par Dieu. Le musulman est soumis à des obligations. Il doit obéir aux ordres divins et il doit le faire de bon cœur. Le musulman doit faire preuve de résilience pour avancer. Le prophète Mohammed, en cette période, enjoignait ses compagnons à faire constamment le bien. L'érudit recommande également de multiplier les bonnes actions, surtout envers les nécessiteux. Le ramadan est une obligation, mais il y a autre chose à l'intérieur comme les nafilas. Il faut aussi faire beaucoup de monde. Il faut donner à ceux qui demandent, mais aussi à ceux qui sont dans le besoin et qui ne tendent pas la main. Il faut profiter de ce moment pour multiplier les bienfaits. Ce premier vendredi du mois de Ramadan a été vécu dans la ferveur, ici à la grande mosquée de Dakar. Le Ramadan et le Carême se partagent le calendrier. Cette année, ce soir, nous vous invitons à un voyage au cœur de la tradition chrétienne avec l'eau bénite, cette eau naturelle transformée par la prière en un puissant symbole de purification et de protection. Découvrez avec nous comment cette eau sacrée, essentielle dans les rites de baptême et de bénédiction, devient un pilier de foi pour de nombreux croyants. C'est un reportage d'Anis Mané-Bayan. Cette eau naturelle mise dans cette calebasse avec du sel vient d'être consacrée par le prêtre pour donner de l'eau bénite, un sacramental que l'Église catholique met à la disposition des fidèles pour leur sanctification et leur protection. Elle est utilisée pour les baptêmes et les renouvellements sans fin du baptême. L'eau bénite naturellement rappelle le baptême, est toujours liée au baptême, est toujours liée à la qualité du baptême, qui purifie, qui donne la grâce, qui fait vivre. Cette eau baptismale est bénie pendant la vigile pascale, ce qui traduit le grand lien entre le carême et le baptême. Le baptême est le premier sacrement de la pénitence et apparaît fortement au long des 40 jours du carême. Le carême a deux portes d'entrée. Comme vous le savez, la première porte d'entrée, c'est le signe des cendres, le mercredi qui commence le carême. Mais il y a une deuxième porte d'entrée qui est le premier dimanche du carême, pendant lequel a lieu l'appel décisif pour les catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême à la veillée pascale, tout comme pour les anciens baptisés ou à la veillée pascale aussi, nous allons renouveler les promesses de notre baptême. Le baptême nous appelle à la sainteté. Ce après quoi, il y aura la bénédiction de l'eau baptismale, qui consiste à verser de l'eau, ça veut dire baptiser sur les personnes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le rituel de l'initiation chrétienne des catéchumènes comprend plusieurs étapes. C'est à la veillée pascale que ces catéchumènes sont baptisés avec cette eau bénite. L'Église entière est aspergée de l'eau qui a été bénite pendant la messe pour renouveler, ainsi que ça s'appelle, les promesses du baptême déjà reçues il y a plus ou moins longtemps. Le baptême nous appelle à la sainteté. Avec l'eau bénite, les fidèles chrétiens se sentent protégés des influences négatives et néfastes de la vie. Et en sport, Aliou Cissé dévoile sa sélection de 31 lions prêts à rougir contre le Gabon et le Bénin. Parmi eux, une révélation, Amara Diouf, 15 ans et 9 mois, écrit l'histoire en devenant le plus jeune international sénégalais en équipe A. Une nouvelle ère commence donc pour les Lions de la Teranga avec l'entrée de 5 nouveaux talents dans la tanière. Ibrahim Mboup nous présente ses visages frais. Première conférence de presse d'Aliou Cissé, un mois après la Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur national a publié une liste élargie
pour les 2 matchs amicaux. 5 Bleus vont retrouver la tanière, Mamadou Lamine Camara, Seydou Sano, Aruna Sangante, Habib Diarra et Amara Diouf. Amara, c'est un garçon que je regarde, ses performances qu'il fait bien sûr en championnat, mais ce qu'il fait aussi avec nos différentes sélections. C'est un jeune joueur. J'avais à cœur de le voir, surtout moi personnellement, que je puisse le connaître, discuter, voir un petit peu quelle est sa mentalité, quel est son état d'esprit. Habib Diarra, comme je le dis, c'est un bon pédigré. C'est un garçon que nous suivons depuis pratiquement 3 ans, 4 ans. Effectivement, j'ai toujours essayé de le convaincre. C'est un garçon qui est né à Guédiawaye. Donc pour moi, l'équipe nationale du Sénégal, c'est chez lui. Et puis, il a énormément de talent. Les 2 matchs du Sénégal se joueront à Amiens, en France. Les adversaires des Lions, le Gabon et le Bénin, n'étaient pas qualifiés en Coupe d'Afrique. 2 équipes à ne pas prendre à la légère, selon le sélectionneur national. Les gens pensent que le Sénégal aujourd'hui doit avoir un autre standing et avoir en réalité des matchs comme contre la France, contre les pays européens et tout ça, etc. Mais nous préparons la CAN. Nous ne préparons pas la Coupe du Monde. La prochaine échéance du Sénégal, c'est la CAN. Donc, il est important aussi de jouer des équipes africaines. Maintenant, si on a la possibilité de jouer des grosses équipes européennes ou Amérique latine, on est preneur. On n'a pas peur de personne. Aliou Cissé est aussi revenu sur sa reconduction à la tête de l'équipe nationale et les objectifs qui lui sont assignés. Aujourd'hui, j'ai une prolongation de contrat. Voilà. Cette prolongation de contrat ne va pas jusqu'en 2026, c'est en 2025. Ça aussi, je voudrais vraiment l'éclaircir pour que tout le monde soit au courant. De cette prolongation de contrat, effectivement, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Zéro problème de faire ces éliminatoires-là et ne pas y aller dans cette compétition-là. C'est à ce point-là que j'aime le Sénégal. Je pense que nous avons le vécu aujourd'hui pour atteindre ces objectifs-là. Le Sénégal a les possibilités d'atteindre ces objectifs. L'élimination du Sénégal en 8e de finale de la CAN faisait également partie des sujets abordés pendant la conférence de presse. Aliou Cissé explique que laisser le ballon aux Ivoiriens n'était pas une consigne. Toujours est-il que les changements tardifs du coach et son approche tactique ont été critiqués par une bonne partie du public. Miraculé de la Côte d'Ivoire qualifiée in extremis. Aliou Cissé confirme la retraite internationale de Youssouf Sabaly après une carrière jalonnée des défis physiques et une dernière CAN vécue depuis le banc. Le valeureux latéral droit choisit de se retirer. Une décision marquante pour l'équipe et pour Sabaly lui-même. Écoutons Aliou Cissé à ce propos. Youssouf, c'est un garçon, j'ai de très bons rapports avec lui. C'est un garçon, je me suis battu pour qu'il vienne à l'équipe nationale. Un très bon joueur à son poste, pratiquement l'un des meilleurs sur le continent. C'est un garçon qui a toujours été honnête avec moi. J'ai toujours tenu un discours d'honnêteté avec lui et de franchise. Et je sais que s'il va jusqu'à prendre la décision de ne pas revenir en sélection, c'est un garçon très mature, c'est que ça a été mûrement réfléchi. C'est vrai que ces dernières années aussi, si on regarde par rapport au nombre de matchs qu'il a joué sur ces 3 années, depuis qu'il a signé au Betis de Séville, il n'a pas beaucoup joué. Il a eu souvent énormément de problèmes de santé. Bon, voilà, donc quand un garçon comme Youssouf, aussi équilibré qu'il est, aussi droit qu'il est, aussi honnête qu'il est, vous appelle pour vous dire, coach, j'ai bien réfléchi, je veux arrêter. Tu as beau essayer de le convaincre, mais en réalité, tu ne pourras pas le convaincre. Parce que je le connais, le garçon. Je sais que c'est un homme de parole. Je sais que c'est pas un menteur. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il y a vraiment. Mais c'est vrai que pour nous, c'est une perte. Voilà, ça c'est sûr, parce qu'on aurait aimé qu'il continue à arborer ce maillot de l'équipe nationale, à défendre les couleurs de l'équipe nationale. Mais quand un garçon décide d'arrêter aussi, on ne peut pas le forcer. Cette triste nouvelle en plus bref pour finir avec la disparition d'un pionnier, Alassane Dialingaye, figure emblématique des télécommunications au Sénégal et digne fils de la commune d'Ayen et de Rufisque, nous a quittés. Ancien ministre sous les présidences de Diouf et Wade, il fut le premier ingénieur en télécommunications et en technologie de l'Afrique noire
une éminence en mathématiques. Sa contribution fondatrice au paysage des télécommunications sénégalaises laisse un héritage indélébile. Décédé aux États-Unis le 13 mars dernier, nous honorons sa mémoire et prions pour le repos de son âme. C'est sur cette triste note que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable soirée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Il fera excessivement chaud sur le pays au cours de ce week-end, mesdames et messieurs. Des températures